évoquer des coups de cœur en histoire antique parus en l'année 2024. J'ai le grand plaisir d'être avec Kevin Boyau. Bonjour. Bonjour. Alors un grand merci vraiment d'avoir accepté cette émission un peu au pied levé. Vous êtes professeur agrégé, chargé de cours à l'Université de Reims, et docteur en histoire antique et en anthropologie des religions de l'EPHE. Et du coup, on va passer en revue quelques-uns des livres qui vous ont marqué, intéressé, notamment dans une optique un peu de fin d'année, de choses qui peuvent être intéressantes, pas seulement pour les spécialistes, mais aussi pour des gens qui s'intéressent plus largement à l'histoire de l'Antiquité. Et il y a notamment une traduction d'un livre sur ce qu'on pourrait appeler la guerre conventionnelle dans l'Antiquité, le livre d'Adrienne Mayor, paru aux éditions Nouveau Monde. Tout à fait, un premier livre qui montre combien l'Antiquité est encore actuelle et nous parle encore aujourd'hui. Alors, techniquement, c'est un livre qui date de 2004, qui a donc une vingtaine d'années maintenant, qui a été réédité en 2009 et qui vient seulement d'être traduit pour la première fois en français. Et traduit avec le concours du ministère des Armées, donc c'est quelque chose de très sérieux, malgré son titre un peu amusant, puisque le titre est Feu grégeois, bombe à scorpion et cochon enflammé, la guerre non conventionnelle dans l'Antiquité, tout un programme. En fait, l'auteur s'interroge sur la pratique guerrière de l'Antiquité, alors avec une catégorie moderne, qui est celle de guerre conventionnelle ou non conventionnelle, mais en fait elle pose une question qui est finalement très ancienne, celle des moyens, celle des armes qui sont employées à la guerre, et évidemment leur régularité et bien sûr aussi leur moralité. Adrienne Mayor en fait est une historienne des sciences à l'origine, et ce qui l'intéressait dans un premier temps c'était les techniques militaires, et surtout les techniques un peu originales, par exemple les bombes incendiaires, les poisons, les techniques de siège, etc. Et donc elle en dresse un catalogue qui est alors à la fois amusant et en même temps terrifiant face à cette inventivité des anciens en matière de guerre. Donc elle nous explique des choses très utiles, comment préparer une arme incendiaire par exemple avec les ressources de l'Antiquité, comment préparer une bombe à scorpion, et toutes les variantes possibles avec des guêpes, avec des frelons, etc. Et puis comment faire face à une armée qui dispose d'éléphants de guerre. C'est une question évidemment pour Alexandre le Grand et pour Scipion l'Africain. Mais en fait, rapidement, l'auteur constate qu'on ne peut pas faire l'histoire de ces techniques sans faire l'histoire de leur perception dans l'Antiquité. Et elle s'appuie bien sûr surtout sur des sources littéraires pour ça, des sources littéraires qui décrivent ces armes, qui décrivent leur contexte d'utilisation, mais qui aussi portent un jugement sur elles, et un jugement qui est généralement négatif. En fait, les anciens tiennent un peu le même raisonnement que nous. Ils considèrent que toutes ces armes nouvelles, un peu compliquées, un peu vicieuses, eh bien finalement ont perverti la guerre, qu'elles sont foncièrement immorales, qu'elles sont contraires à l'idéal guerrier, de courage, j'ai presque envie de dire de fair play, et que finalement la guerre c'était mieux avant, quand on avait le sens de l'honneur et qu'on se battait les yeux dans les yeux et sans toutes ces armes perverses. Alors du coup, ça fait une bonne transition pour un autre livre que vous avez choisi, qui est le livre de Jean-Manuel Roubineau, parce que lui s'intitule Le sport, récit des premiers temps, et là pour le coup on a un univers très normé, celui de l'agone en Grèce, celui dans lequel on va prouver sa valeur par la confrontation, même si l'auteur fait des parallèles avec des choses plus contemporaines et peut-être moins justement pures et parfaites dans leur symbolique. Tout à fait. Pour terminer une année olympique, un ouvrage sur le sport s'imposait forcément. Alors évidemment, l'auteur fait le lien avec les Jeux Olympiques et puis avec toutes ces autres compétitions, tous ces autres jeux, ces concours plutôt, si on traduit le terme grec, qui étaient les Jeux Pythiques consacrés à Apollon, les Jeux Ismiques pour Poséidon, les Jeux Néméens pour Zeus et puis évidemment les Jeux Olympiques en particulier. En fait, il montre qu'avant tout, le sport dans l'Antiquité relève de la religion, relève de la vie religieuse à tout point de vue. Ces jeux sont des fêtes religieuses et les épreuves sportives sont conçues comme des offrandes qu'on fait en Dieu, comme un spectacle qui réjouit les dieux, au même titre qu'un sacrifice attirerait évidemment la bienveillance du Dieu sur la cité et sur les participants. Et cet aspect religieux, qui effectivement est très normé, s'étend finalement aux athlètes eux-mêmes, alors en tout cas aux grands vainqueurs, aux meilleurs d'entre eux, qui sont parfois héroïsés après leur mort, alors pas tout à fait divinisés, mais héroïsés, donc cette espèce d'entre-deux que les Grecs pratiquent dans le quotidien de leur culte, avec des statues d'athlètes qui reçoivent parfois un culte, véritablement, comme pouvoir recevoir des héros mythiques comme Héraclès, comme Thésée, etc. Et puis des statues d'athlètes qui sont parfois réputés capables de soigner, de rendre des oracles. Donc tout ça est évidemment très sérieux et totalement imbriqué dans la religion des Grecs. Et puis Jean-Manuel Roubineau montre aussi que ce sport antique est déjà une question de politique, puisque au-delà des athlètes, ce sont des cités qui s'affrontent. Évidemment, les cités insistent sur la victoire de leurs citoyens qui ont remporté tel ou tel concours.
Et certaines poussent, ou en tout cas les tyrans, hein, ces despotes à la tête des cités grecques, poussent jusqu'à acheter, entre guillemets, des athlètes pour les convaincre de quitter leur cité d'origine et de venir concourir sous les couleurs d'une autre cité, évidemment la leur. Alors malheureusement, l'auteur ruine un peu nos illusions modernes d'un sport antique qui serait, alors oui, effectivement, désintéressé, sacré, religieux, réservé aux amateurs. Hein, c'est un des grands thèmes de Coubertin au début du XXe siècle. Alors qu'on voit très bien les aspects politiques et les aspects même économiques qui sont déjà là, puisqu'on a des affaires de triche, on a des affaires de corruption dans l'Antiquité déjà. Et puis bien sûr, faire l'histoire du sport, c'est aussi faire l'histoire du corps, qui montre bien sûr que les Grecs sont déjà très sensibles à ces questions, alors du corps masculin uniquement, puisque les femmes sont largement tenues à l'écart de ce genre de compétition. Mais on trouve beaucoup de réflexions sur ce que doit être le corps d'un athlète, comment se construit, comment s'entretient un corps d'athlète, avec une réflexion sur l'alimentation qui doit être particulièrement carnée, les effets que tout ça peut avoir sur les athlètes, et puis évidemment des critères de beauté qui sont définis par rapport aux athlètes, avec des préférences pour certains sports qui façonnent certains corps qui sont plus équilibrés, plus harmonieux que d'autres. Du coup, on peut faire la transition là aussi avec un autre ouvrage qui, d'une certaine manière, relie un phénomène grec, athénien, de façon plus prosaïque. C'est le découpage des tribus athéniennes par Clisthène en 507, qui avait été, là aussi, qui avait fait l'objet de théorisations très, très poussées. Et les deux auteurs, Paulin Ismar et Arnaud Massé, le réinsèrent dans de l'ordinaire grec, un petit peu à la façon dont Robineau le fait avec le sport. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre, qui s'intitule donc la cité et le nombre? Alors, effectivement, un ouvrage original à plus d'un titre, qui pourtant s'intéresse à un sujet qui ne l'est pas du tout. Hein. La création de la démocratie athénienne, c'est un sujet qui a été étudié par beaucoup d'historiens, et une bibliographie à rallonge sur le sujet. On peut penser à Pierre Vidal-Naquet, à Nicole Leroux, à Jean-Pierre Vernant, qui ont déjà abondamment travaillé sur ce moment particulier où le fameux Clisthène met en place la première démocratie de l'histoire. Mais les deux auteurs proposent d'étudier ce moment sous un angle un peu particulier, sous un angle un peu nouveau, qui est celui donc de l'arithmétique, comme le dit le titre de l'ouvrage, puisque l'un des chantiers majeurs auxquels s'attaque Clisthène, c'est celui du redécoupage, de la réorganisation, non seulement du territoire athénien, mais aussi du corps civique de l'ensemble des citoyens, qui sont répartis en 10 subdivisions, qu'on appelle des tribus, qui sont à leur tour recoupées en 3 tritii, qui une fois encore, se regrouper en 3 ou 4 dèmes, donc un système pyramidal assez complexe, dont l'objectif est clairement de remplacer l'organisation sociale aristocratique précédente, et donc de casser ces réseaux d'influence aristocratique. On peut penser à la Révolution française qui fait exactement la même chose avec la création des départements. Et la complexité mathématique, pour le coup, de ce système, elle a longtemps été envisagée par référence aux sciences mathématiques de l'Antiquité, et notamment à celles des pythagoriciens du siècle précédent. On pense au fameux Thalès, au fameux Pythagore, qui terrorise encore nos collégiens aujourd'hui. Et Paulin Ismar et Arnaud Massé prennent le contre-pied de cette lecture classique et proposent d'interpréter plutôt cette arithmétique clisténienne et donc démocratique comme reposant plutôt sur un savoir mathématique populaire, donc distinct de celui des pythagoriciens, un savoir qui aurait été choisi justement pour remporter l'adhésion et la compréhension des Athéniens, qui devaient ensuite évidemment faire vivre ces institutions. Et donc les auteurs parlent du savoir mathématique populaire, du berger qui compte ses moutons, ou du général qui compte ses soldats avant la bataille. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que les deux auteurs nous montrent que finalement dès le départ, la démocratie est indissociable des mathématiques, mais aussi des connaissances mathématiques populaires partagées par tous, ce qui évidemment fait écho à nos interrogations d'aujourd'hui sur l'enseignement des mathématiques en France. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être calé en maths pour lire ce livre, pour le comprendre et pour en tirer profit. Il est à la fois très clair et très éclairant. Alors du centre du monde grec, on peut passer, du centre en tout cas dans l'historiographie du monde grec, Athènes, on peut passer à ses marges, en évoquant une figure d'explorateur, la figure de Pythéas. Oui, tout à fait. C'est ce que fait François Herbaut avec Pythéas, explorateur du Grand Nord, donc un livre pour les amateurs de littérature et aussi de voyage et d'exploration. François Herbaut est un journaliste scientifique à la base, mais qui s'est spécialisé en histoire ancienne et en archéologie, et qui fait ici véritablement œuvre d'historien, en rassemblant et surtout en commentant toutes les sources dont nous disposons sur ce fameux Pythéas de Marseille et sur ses voyages. Pythéas est un grec du IVe siècle avant notre ère, c'est presque un contemporain parfait d'Aristote, et il est connu dès l'Antiquité pour s'être lancé dans un périple maritime au-delà de ce que les Grecs appellent les colonnes d'Hercule, donc
détroit de Gibraltar pour nous, et ensuite vers le nord du monde, à travers l'océan extérieur, en fait l'océan Atlantique. Il est le premier à décrire la Grande-Bretagne, même si évidemment il ne l'appelle pas comme ça. Il aurait également découvert les côtes norvégiennes, même si on a une certaine incertitude sur ce point. Il serait remonté jusqu'au cercle arctique et il s'arrête manifestement quand il observe la formation de la banquise devant lui. Et il parle même d'une mystérieuse île de Thulé qui va occuper les gens de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance pendant des siècles. On suppose aujourd'hui que ce serait très probablement l'Islande. Et quand il rentre chez lui, donc à Marseille, qui évidemment est une cité grecque à l'époque, il écrit un traité de l'océan dans lequel il raconte ses voyages, un peu comme un Marco Polo, et dans lequel il explique notamment alors, le phénomène des marées, qu'il relie évidemment en face de la Lune, dans lequel il raconte cette histoire de banquise avec des mots grecs qui sont un peu étonnants, et puis dans lesquels il décrit les mœurs un peu étranges des populations qu'il a rencontrées, évidemment étranges pour un grec. Le traité aujourd'hui est perdu, hein, on en a gardé quasiment rien, mais nous avons quelques fragments tout de même par des auteurs postérieurs, je pense par exemple au géographe Strabon, qui a lu Pythéas, qui parfois cite quelques lignes de Pythéas, ou qui en tout cas paraphrase Pythéas en disant qu'il a trouvé telle ou telle information chez l'explorateur. Et donc François Herbaut essaye de collecter, de compiler, de comparer, et puis bien sûr de commenter tous ces passages qui sont assez disparates, hein, donc de reconstituer un puzzle dont il manque 90% des pièces. Et puis évidemment il nous laisse beaucoup de questions, mais il essaye de nous proposer une sorte d'itinéraire hypothétique du voyage du Pythéas et de toutes ces merveilles entre guillemets qu'il a pu découvrir à son époque. Pour terminer, on peut parler de deux livres qui abordent d'une certaine manière les héritages de l'Antiquité, du côté des mythes, du côté des relectures contemporaines. On peut commencer par le livre sur Tolkien, parce que c'est très frappant. On sait à quel point Tolkien, enfin en tout cas presque tout le monde sait à quel point Tolkien était un médiéviste, linguiste émérite, lecteur, traducteur de Beowulf notamment. Enfin voilà, que le monde des anglo-saxons et le monde des peuples médiévaux lui était familier, et des langues médiévales lui étaient familiers. On sait peut-être moins qu'il s'intéressait aussi à l'Antiquité, et du coup c'est une relecture très intéressante dont vous allez nous parler. Exactement, une relecture récente et la première véritable relecture francophone du sujet. Alors en fait l'ouvrage Tolkien et l'Antiquité, passé et Antiquité en Terre de Milieu est la publication des actes d'un colloque qui s'est tenu en 2022 à la Sorbonne. Le titre était déjà Les Antiquités de la Terre du Milieu. Et il s'inscrit donc dans un courant qui remonte à une vingtaine d'années du côté des anglo-saxons, celui de l'étude de la réception de l'Antiquité dans l'œuvre de Tolkien, qui est bien sûr l'auteur du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit, du Silmarillion, et de toutes ces œuvres qui racontent l'histoire de cette Terre du Milieu, avec bien sûr toute l'influence qu'on lui connaît sur la littérature fantastique et sur l'imaginaire en général. Alors, il suffit d'avoir vu bien sûr les films de Peter Jackson pour savoir, hein, vous l'avez dit, hein, que Tolkien est avant tout un médiéviste et que son univers est avant tout un univers médiéval d'Europe du Nord, d'Europe de l'Ouest. Mais on oublie que Tolkien, avant de devenir ce professeur de littérature anglaise, a suivi une formation de classics, donc de latin et de grec. Et cette formation initiale a beaucoup marqué son œuvre, notamment dans le Silmarillion, donc ce roman fleuve qui n'a pas véritablement achevé, hein, qui raconte l'histoire de la Terre du Milieu des millénaires avant l'action du Seigneur des Anneaux. Et donc, si l'action du Seigneur des Anneaux se déroule dans le Moyen-Âge de la Terre du Milieu, eh bien, l'action du Silmarillion se déroule dans l'Antiquité de cette Terre du Milieu. Et une Antiquité qui est très grecque, très romaine, très proche-orientale, enfin, qui rappelle à plus d'un titre notre Antiquité historique. Et donc on trouve des articles qui se concentrent sur des aspects particuliers. Je pense par exemple à celui de Damien Bador qui met en évidence l'influence du latin que Tolkien adorait étudier et parler sur le Kenya, c'est-à-dire la langue antique des elfes que Tolkien a inventé, donc le latin de la Terre du Milieu, si je puis dire, une langue qu'il a inventée, qu'il a dotée d'un lexique, qu'il a dotée d'une grammaire et qu'il a dotée de tout un tas de poèmes et de chansons qu'il a écrites spécifiquement. Et puis un autre article peut-être comme exemple, celui de Thibaut Nicolas, qui s'interroge sur l'influence de Babylone, de son histoire et des sources de l'histoire babylonienne sur la thématique de Numénor, un continent perdu inventé par Tolkien, là encore dans le Silmarillion, qui aurait dominé la Terre du Milieu pendant des siècles, bien avant l'action du Seigneur des Anneaux,
et qui aurait été finalement englouti par un cataclysme déclenché par les dieux, qui évidemment rappelle la destruction de l'Atlantide grecque, entre guillemets, mais aussi le déluge babylonien et toutes les thématiques qui vont avec. Et bien sûr, cet ouvrage s'inscrit plus généralement dans cette question de la réception, qui est un champ de recherche qui se développe depuis quelques décennies, alors dans le monde anglo-saxon d'abord, mais aussi en France, et qui s'intéresse à la façon dont l'Antiquité est reçue aux époques postérieures, alors à partir du Moyen-Âge, mais évidemment jusqu'à nos jours, la façon dont elle est perçue, comprise, parfois mal comprise, et bien sûr évidemment réinventée dans des contextes artistiques, littéraires et aussi parfois politiques. Et pour terminer, une publication, plutôt une nouvelle édition, un peu nostalgique pour les gens qui, comme moi, ont lu ça dans leur enfance, le livre classique d'Edith Hamilton sur la mythologie, ses dieux, ses légendes. Tout à fait, un classique presque, publié il y a presque un siècle maintenant par Edith Hamilton. Alors c'est Edith Hamilton, une figure ancienne de l'histoire antique et de l'histoire des mythes, une figure féminine aussi, qui était assez rare à son époque. Elle a eu une activité scientifique véritable en tant qu'universitaire, et elle a eu aussi une activité de vulgarisation, comme on pouvait le dire à l'époque, puisqu'elle publie en 1942 pour la première fois cet ouvrage, qui a été traduit en 1978 déjà en français, et qui est donc aujourd'hui réédité chez Dervy avec des illustrations qui sont très jolies par ailleurs. Donc un livre de vulgarisation qui présente les grandes figures de la mythologie grecque, les dieux, les titans, les héros, etc. Et puis les grands mythes, un par un, avec un classement thématique, les histoires d'amour, la guerre de Troie, la fondation d'Athènes, etc. etc. Et chaque mythe est raconté comme on raconte un conte, c'est-à-dire comme les Grecs eux-mêmes devaient se les raconter de génération en génération. Et évidemment, c'est accessible pour tout le monde, ça peut être offert aux enfants, ça peut être lu aux enfants. Et puis, je parlais précédemment de réception avec Tolkien, c'est aussi un pilier quelque part de la réception, puisque c'est un livre qui a eu un succès énorme aux États-Unis, qui a encore un succès énorme aux États-Unis. Et c'est notamment l'un des livres, si ce n'est le livre en la matière, qui a été lu par tous les artistes, tous les scénaristes, tous les réalisateurs, tous les créateurs de jeux vidéo, qui aujourd'hui mettent un peu de mythologie, de mythes grecs dans leurs œuvres, qui parfois n'ont jamais lu Homère, n'ont jamais lu Hésiode, n'ont jamais lu Ovide, donc les sources véritables de la mythologie grecque, mais qui ont lu Edith Hamilton. Et donc finalement, en allant lire cet ouvrage, on touche à la fois à l'Antiquité et puis à la culture populaire moderne. De quoi patienter en attendant la sortie de Hades 2, le jeu vidéo qui nous plonge dans la peau du fils du dieu des morts et des enfers, mais qui est annoncé, je crois, pour 2025. Merci beaucoup, Kevin Voyot, vraiment pour cette intervention de dernière minute, mais absolument passionnante. Et très bonne fin d'année à vous. Merci à vous, bonne fête de fin d'année également. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.